Merci à tous d'être aussi nombreux pour cette grande conférence de l'accompagnement. Donc, on organise cette grande conférence dans le cadre des premières rencontres nationales des accompagnateurs de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des rencontres professionnelles qu'on a organisées pendant 2 jours. Donc, un grand nombre d'accompagnateurs se sont réunis. On est 550 inscrits. Se sont réunis pour échanger pendant 2 jours leurs expériences, leurs enjeux d'accompagnement, leurs pratiques professionnelles. Ça a été du coup des journées très très riches et très denses. Alors on est 550 inscrits. Bien sûr, les grèves de transport sont un petit peu passées par là, dans la réalité, parce qu'effectivement il manquait un peu des trains, et puis un petit peu dans la crainte collective des trains qui ne circuleraient pas. Ils ont quand même suffisamment circulé. Vous êtes déjà un certain nombre. Cette conférence du coup est en figital, donc elle est enregistrée et elle est en visio pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre à temps. Donc on va vous proposer différents temps et séquences dans cette conférence. Et bien, je vais d'abord appeler Antoine Détourné, le délégué général de SS France, pour nous présenter les grands enjeux de l'accompagnement. Bonjour à toutes et tous. Je vois bien la lumière, mais je ne vous vois pas, ce qui est un peu perturbant. Si vous pouvez baisser un tout petit peu, s'il vous plaît. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je vous demande de bien vouloir excuser le président de SS France, en tant que président de SS France, Jérôme Sadier, qui n'a pas pu être des nôtres parce qu'il est un petit peu malade. Donc c'est moi aujourd'hui, vous avez bien reconnu que je ne suis pas Jérôme Sadier, qui vais prendre la parole au nom de SS France. Moi je suis très content à titre personnel, et je pense que pour SS France, ses adhérents, les réseaux qu'il représente et les entreprises qui la composent, c'est une belle journée parce que faire se rencontrer les accompagnateurs issus de toute la France, comme le fait la Vise aujourd'hui, en plus à l'occasion de ses 20 ans, c'est forcément un bon signal et un moment de plaisir pour celles et ceux qui défendent et promeuvent l'ESS au quotidien. L'ESS, vous le savez, c'est une expression de la société civile qui s'organise pour répondre à des besoins, pour permettre aux uns, aux autres ou aux unes de s'exprimer, pour apporter des réponses par le biais de moyens d'échange, de production, de biens, de services. Bref, c'est un cadre d'organisation. Et il est vrai que le foisonnement de l'ESS montre qu'on ne vient jamais à l'ESS par un seul chemin. Certains y viennent par approche statutaire, d'autres par activité, par filière, d'autres parce qu'ils veulent s'organiser, faire vivre leur territoire, d'autres encore par sensibilité, parce qu'ils veulent entreprendre autrement et changer la société à une échelle qui leur paraît pertinente, ou d'autres encore, enfin, parce qu'ils veulent organiser des réponses face à des sujets qui les touchent, qui touchent leurs proches, leur famille, ou qui touchent la société et qui ne veulent pas rester les bras croisés. Tous ces gens, ils se retrouvent, je pense, dans des écosystèmes. Ces écosystèmes, ils sont le reflet de ces trajectoires et ils sont quand même souvent difficiles à lire, à reconnaître. C'est pour ça que le boulot que fait la Vise, il est particulièrement important parce qu'il donne de la structuration. Il donne depuis plusieurs décennies maintenant de la méthode et des visions partagées sur l'accompagnement à l'ESS, sur l'émergence, sur l'accélération, sur l'évaluation, sur l'innovation. Ce sont bien des besoins de porteurs de projets, d'entrepreneurs, lançons le mot, d'organisations collectives qui sont adressées en tant que telles dans leur donne économique. Et tout ça, cela permet de partager, de faire en sorte que de cette richesse et de cette diversité naissent des nouveaux modèles qu'ils puissent se répandre et être promus. Alors tout ça nécessite évidemment aussi de la coordination et de l'animation, parce qu'il faut partager les effets d'apprentissage. L'ESS, c'est un mode d'innovation open source par définition. Mais parfois, il faut aussi identifier des chefs d'orchestre. La Vise en est évidemment un, d'autres en territoire souhaitent l'être, parce que quelque part, quand on parle de lisibilité de l'ESS, au final, l'accompagnement, il est le fruit de différentes approches. Il est le fruit de réseaux,
il est le fruit de structures qui se dédient à l'accompagnement parce que leur mission, leur vocation, c'est d'aider les autres à développer des projets. Il est aussi le fait de territoires, de collectivités qui veulent animer la vie en proximité et répondre aux besoins de leurs habitants. Et on a besoin de gens qui essaient d'orchestrer tout ça, que toutes les voix puissent être entendues, que la musique soit harmonieuse, mais que chacun et que chacune puisse trouver ce qu'il recherche dans l'accompagnement de l'ESS. Donc on a besoin de mettre des ressources sur l'accueil, sur la réorientation et l'accompagnement. Sinon, j'ai le sentiment que l'ESS se heurtera à un plafond de verre. C'est peut-être un peu le plafond de verre que nous connaissons aujourd'hui. Ce plafond de verre qui fait que les volontés sont là, l'intelligence est là, les compétences sont là, ça c'est sûr. Ce n'était peut-être pas le cas il y a quelques décennies, mais nous avons en France beaucoup de chance en la matière. Mais nous avons besoin de mieux nous organiser, de mieux nous coordonner, de mieux nous connaître et de mieux nous rencontrer. Sinon, nous ne réussirons pas les défis qui sont devant nous. Réussir la trajectoire des accords de Paris sur France 2030, favoriser la mise en place des scénarios de l'ADEME qui donnent les clés aux coopérations locales pour organiser la sobriété, réussir les nouvelles soutenabilités et les planifications qui s'imposent petit à petit comme nouveaux modes de l'action publique. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous ne serons jamais isolément assez forts pour réussir tous ces grands défis qui ne sont pas seulement les défis de l'ESS, ce sont les défis de la société. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre plaisir à écouter cet après-midi toutes celles et ceux qui ont de l'énergie à partager et ne demandent qu'une chose, que tout cela change d'échelle. Merci beaucoup Antoine. Mais pour enchaîner, j'appelle tout de suite Julien Mas, qui est donc le directeur général du mouvement Y-Graine, qui a carte blanche en tant qu'entrepreneur accompagné par un certain nombre d'entre vous, je pense ici, pour nous faire part, témoigner de son parcours d'accompagnement. À toi Julien. Merci beaucoup. Oui, du coup, Prunelle m'a mis un défi, c'est que j'ai carte blanche pour parler de l'accompagnement face à vous tous. Du coup, qui je suis? Je suis Julien, je suis le délégué national du mouvement d'éducation populaire Y-Graine. Et voilà, ça fait 16 ans que je développe ce mouvement associatif. Alors pourquoi, je me suis posé la question, mais pourquoi moi? Pourquoi elle me demande ça à moi? Je pense que parce que depuis 16 ans, j'ai vu la communauté que vous êtes grandir. Je l'ai vu se structurer, je l'ai vu apporter des solutions nouvelles. Et pendant ces 16 ans, on est passé d'un petit nombre à toute cette salle, voire tous ceux qui ne sont pas venus. Et déjà pour ça, c'est, je pense, assez incroyable. Et la deuxième chose, c'est aussi que peut-être... moi, je suis dyslexique et que du coup, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire des grandes études. J'ai eu la chance de pouvoir faire quand même des études, mais j'avais peut-être pas toutes les cartes au début, il y a 16 ans, pour pouvoir le faire. Et du coup, c'est grâce à vous que aujourd'hui, je suis devant vous. Voilà. Du coup, pour commencer, je voudrais simplement vous dire merci. C'est déjà le principal parce qu'en fait, sans vous, je ne serais pas là. Sans vous, Y-Graine ne serait pas là. Et tout ce qu'on a construit n'existerait sûrement pas, en tout cas pas comme c'est aujourd'hui. J'ai croisé beaucoup de têtes connues dans les passages, dans les couloirs. Et du coup, je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci aussi parce que le métier d'accompagnement, il est assez ingrat. Il est assez ingrat parce qu'en fait, on est derrière tout le monde. On appuie, on pousse, mais en fait, on n'a jamais la lumière, comme moi je l'ai aujourd'hui. Et en fait, sans vous, beaucoup de projets se seraient cassés la gueule, seraient morts, et en fait, vous n'êtes pas visible. Et du coup, pour ça, je voudrais vous dire merci du fond du cœur, mais aussi, je pense que vous pouvez vous applaudir parce que vous faites un travail de dingue sur les territoires, et du coup, merci beaucoup. Du coup, je vais essayer de raconter une petite histoire dans la grande histoire de l'accompagnement. Il y a 16 ans, 3 personnes se sont dit « Allez, on va changer le monde ». Vous savez, ceux que vous recevez les premières fois, qui vous ont plein de projets, qui se disent « Ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça ». Et je pense que on n'était pas capable de faire ce qu'on disait. Mais on avait l'énergie pour le faire, on avait la rage pour le faire, on avait l'envie d'y aller et de provoquer le changement. Parce qu'on était déjà frustrés à 25 ans des propositions qui nous étaient faites ou des cadres qui nous disaient « Non, non, c'est pas possible d'évoluer. Non, non, c'est comme ça depuis des années. » Or, en fait, les problématiques qui étaient en face,
Elle ne mérite pas un non, elle mérite un comment on y va, comment on fait ensemble, et du coup on était frustrés. Du coup on s'est quand même lancé, comme des fous, à se dire allez on y va et on va le créer, on va créer ce mouvement d'éducation populaire qui répond aux questions d'aujourd'hui, celles qui nous animent, celles qu'on voit partout à l'international, qu'on sait qu'elles vont arriver en France, ça y est elles sont là, et elles arrivent encore plus fortes, mais en gros à l'époque personne, c'était pas entendable, parce que ce qu'on voyait, ce qui était là, n'était pas dans le débat public, il était uniquement chez les experts, il était à des endroits où en fait il n'était pas au niveau de la population. Nous, notre rôle, ça a été tout de suite de se dire comment on met ces sujets-là dans la rue, sur Internet, à plein de niveaux. Et du coup, on a travaillé là-dessus, on a commencé à faire du plurimédia. On a créé un emploi au bout de 6 mois, au bout d'1 an, on avait 5 emplois, on était tout fous, merci aux autres publics. Et du coup, arrivaient les premières problématiques. Ah, comment on va vraiment professionnaliser notre action? Comment on va la pérenniser? Et là, super, on avait nos compétences, mais on ne savait plus où aller. Et là, il y a beaucoup de gens qui nous ont ouvert les portes, et à commencer par les DLA sur les territoires, qui nous ont accompagnés. On faisait de la production audiovisuelle, on ne savait pas comment faire. On faisait avec nos moyens, avec des bénévoles, avec des gens engagés. Le DLA nous a appris, nous a permis de comprendre la convention collective de la production audiovisuelle, nous a permis de professionnaliser notre activité, de se poser les bonnes questions, et à partir de là, Faire Prod est né. Faire Prod, c'était la première fois qu'on faisait un changement d'échelle. Voilà, ce schéma, vous avez dû le voir de nombreuses fois dans les documents de la vie. Et voilà, et Faire Prod, c'était ça, c'est la suite d'un DLA. C'est en fait, il faut que vous professionnalisez votre partie audiovisuelle parce que là, vous ne tiendrez pas. Et du coup, on a lancé ça. Et puis après, 16 ans d'histoire, c'est long. Et du coup, des changements d'échelle, on en a fait 2-3. On en a fait avec de la diversification grâce à des incubateurs, notamment, et là, PINS, par exemple. On a suivi aussi comment on pouvait être complémentaire de la politique publique, à l'époque où la France s'engage est encore dans la politique publique. Mais on a aussi fait d'autres incubateurs à côté, comme Entropia, pour travailler sur la posture et sur la prise de parole et sur la levée de fonds. Tout ça, ça nous a permis, en fait, pas forcément de tout utiliser aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup de matières que j'ai vues, mais que je n'ai pas encore compris, mais qui nous a permis, en fait, de se poser les bonnes questions, d'être préparé à ça. Votre rôle d'accompagnateur, il arrive souvent en urgence. J'en suis désolé pour vous, mais en gros, c'est aussi, maintenant qu'il y a cette structuration complète, ça nous permet aussi de voir demain, de se poser les questions et de plus subir, mais d'anticiper vers où on veut aller. Et du coup, ça, c'est vraiment une vraie chance pour permettre à ce que les projets aient de l'impact. Du coup, hop. Ah, bon. Ouais, c'est pas grave. Vous allez dire, mais du coup, aujourd'hui, Y, c'est devenu quelque chose d'un peu plus important que ça l'était au début. Vous gardez la même niaque, vous avez gagné en expertise, du coup, vous n'avez plus besoin de nous. Bon, déjà, la personne qui dit qu'elle n'a pas de besoin, c'est qu'elle n'a rien compris dans la vie. Je pense qu'on a toujours besoin, mais on a encore plus besoin de vous. Parce qu'en fait, à l'époque, on est un petit nombre. Ce petit nombre, il a bénéficié de votre accompagnement. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. 120 salariés, répartis sur différents territoires. Et en fait, les gens qui intègrent Y ont la même rage, ont la même volonté de faire qu'à l'époque, mais sont dans la même situation que nous, on avait en 2006, qui vont se confronter aux mêmes étapes. Alors bien sûr, aujourd'hui, Y a son service d'accompagnement interne pour avancer, mais ça ne suffit pas. Je reviendrai tout à l'heure. Parce que, en fait, pour moi, le changement d'échelle, le développement de l'impact, il passe par 2 transformations. La première, c'est la transformation collective du groupe. Comment on arrive à passer de groupe pionnier à un groupe où, en fait, on laisse courir le bébé, comment on laisse que les gens s'en emparent pour qu'en fait ils puissent le prendre. Et, voilà. Et ça demande beaucoup de montée en ingénierie. Vous en avez une grosse partie que vous pouvez mettre à disposition. Et sur les territoires, vous pouvez aider des gens qui veulent amorcer les projets. Ça demande bien sûr beaucoup de travail sur le groupe. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, au début on est un peu dispersé. Maintenant on a une culture vraiment d'organisation. Et du coup, je comprends que pour vous, ce soit des fois un peu déstabilisant de voir arriver une structure comme ça qui vous dit on a encore besoin d'aide. Ouais, mais en fait, vous n'avez plus besoin. Si, on en a besoin parce qu'en fait, les gens à l'intérieur sont différents. Et en fait, l'accompagnement, ce n'est pas un accompagnement structurel, ce n'est pas technique, c'est vous accompagner les gens. Et en fait, c'est ça le plus important. C'est qu'en fait,
Une organisation, il y a de la technique, on est d'accord. Il y a du modèle socio-économique, on est d'accord. Mais avant toute chose, c'est des gens. Et en fait, ce que vous avez fait pour moi, en fait, malheureusement, tous les gens à l'intérieur en ont aussi besoin. Alors, vous allez me dire, mais il y a des organismes de formation, pour ça, il y a plein de choses. C'est vrai. Sauf qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, que ces organismes ne vont pas faire. Ils ne vont pas gagner l'expérience, ils ne vont pas connaître l'organisation territoriale, ils vont avoir les mêmes questions que nous, on s'est posées à l'époque. Vous avez réussi à, en partie, me faire grandir. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens que vous faites grandir. Et s'il y a autant de projets à impact, c'est parce que la communauté, elle se développe. Comme je vous le disais, on a encore besoin de vous. Même si on a un accompagnement interne, c'est-à-dire les structures YGREN, on a un service qui est fait que pour ça, qui accompagne les gens. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire aussi bien que vous. Tout ce qui est de l'expertise thématique, notamment je parle des questions précises, aussi le rôle de tiers qui est si important dans la vie d'un groupe, à un moment d'avoir des gens qui sont extérieurs, qui viennent mettre un regard qualitatif sur ça, qui vont amener une expertise spécifique sur ça, mais aussi des gens qui ont aussi une analyse qui vont nous permettre de grandir et de coup se poser les bonnes questions au bon moment. Aujourd'hui, on a aussi besoin, bien sûr, vous avez des connaissances territoriales. Tout à l'heure, j'ai eu la chance de participer à un atelier où on parlait de ça. Voilà, vous avez des dispositifs sur les territoires qui permettent de comprendre ce qui se passe. Même si nous, on a notre savoir-faire métier, on n'aura jamais votre connaissance territoriale. On n'aura jamais ces choses-là. Et du coup, on a vraiment besoin. Et inversement, vous avez aussi la chance de voir passer devant vous plein de porteurs de projets, notamment par rapport aux fabriques à initiative. Ces porteurs de projets, potentiellement, ils ont des vocations ou des visions à pouvoir être similaires à des projets qui ont déjà marché à un endroit. Et en fait, le jour où on fera la connexion entre tout ça, on va gagner beaucoup de temps. D'un côté, le savoir-faire métier, de l'autre, le savoir-faire territorial, le fait de voir les personnes qui peuvent être les porteurs de demain. Et aussi, aujourd'hui, il y a un petit trou dans la raquette, je me permets de le dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de DLA national. Voilà. Et ça, c'est quand même une problématique, c'est qu'en fait, au niveau national, il y a plein d'outils, mais sur des questions très techniques, ça n'existe pas. Or, quand vous passez au national, vous créez un nouveau métier qui est accompagner les structures territoriales, et là aussi, vous avez des nouvelles questions. Il y a des dispositifs, il y a des choses pour faciliter le développement, mais pas forcément toujours sur le niveau technique. Voilà, du coup, j'en arrête là parce que j'ai quasiment fini mon temps, mais je voulais vous dire encore merci. Merci parce que pour moi, merci pour YGREN, merci pour aussi, là je parle au nom des copains de l'ESS, merci parce que c'est grâce à vous qu'on avance, c'est grâce à vous qu'on évite. Mais je voudrais aussi vous dire un truc, c'est que même si c'est beau ce que je vous raconte, les problématiques qu'on avait ciblées il y a 16 ans, elles sont bien pires aujourd'hui. Et ça, c'est une catastrophe. Du coup, c'est cool qu'on soit aussi nombreux, c'est cool que ça se structure, mais il y a un moment, il va falloir passer à l'échelle, comme disait Antoine, il va falloir qu'on résoudre les problèmes. Et ça, on a encore beaucoup de taf. Et pour moi, je crois qu'une seule chose qui est importante, c'est que si on veut la résoudre, comme l'a dit Antoine, ce ne sera pas chacun de notre côté. Ce sera tous ensemble et en créant une vraie communauté, en ayant une vraie confiance dans les uns dans les autres, pour qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. Nos combats en face de nous, ils sont de plus en plus horribles. Quand on a une politique publique qui laisse rentrer par la démocratie des gens qui sont quand même très néfastes pour notre démocratie, on commence à toucher le fond. Voilà. Et là, en fait, on n'a plus le temps d'attendre sur plein des sujets et on doit faire communauté. J'espère que ces 2 journées auront participé à renforcer la communauté de l'accompagnement. Et je tiens sincèrement encore une dernière fois à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Un grand merci, Julien. Vous pouvez l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien Mas, pour ce témoignage très inspirant. Alors, on va faire un mini-interview le temps qu'on installe la séquence suivante. Donc là, on va vous proposer 5 dialogues croisés entre accompagnateurs et partenaires engagés. Donc 5 binômes qui vont venir sur scène une fois que les tables seront installées.
Alors on a choisi de vous proposer différents binômes accompagnateurs partenaires qui sont très complémentaires, qui sont représentatifs de la diversité des programmes d'accompagnement qu'on trouve sur les territoires partout en France. C'est important d'avoir en tête qu'ils s'adressent à des structures de l'économie sociale et solidaire qui sont employeuses, qui peuvent du coup avoir des besoins selon leur stade de développement, comme ça vient d'être dit. Donc on a des besoins au stade de l'émergence, au stade de la consolidation, au stade de changement d'échelle. Et puis donc c'est évidemment des structures d'accompagnement qui accompagnent des projets qui sont au service du développement économique et social des territoires. Ils ont la particularité d'être tous des acteurs d'intérêt général, de proposer des programmes d'accompagnement qui sont gratuits, qui sont construits avec des méthodes d'accompagnement qui sont éprouvées sur leur territoire depuis plusieurs années. On les a aussi choisis parce qu'ils ont fait la preuve de leur concept. Donc, ils ont accompagné beaucoup de projets. Et puis surtout, ils se sont aussi construits, chacun avec leurs particularités, avec des partenaires publics, des partenaires privés. Et donc voilà, ça fait des coopérations assez différentes qui montrent que, eh bien, on a besoin d'un écosystème pour qu'il soit solide et robuste, qui soit constitué d'acteurs assez différents. Donc c'est le choix qu'on vous propose aujourd'hui. Et donc j'appelle les 5 binômes. C'est vous, les 5 binômes. Vous pouvez monter sur scène. Alors, je vais peut-être vous aider un petit peu à vous positionner. Avec le premier binôme. Donc, je vais laisser la parole à Élise Depecker, directrice d'Atis, et Élodie Escouza, qui est chargée de mission économie sociale et solidaire à Bordeaux Métropole. Alors, je vais commencer quand même par moi vous poser une première question, et puis je vous laisserai ensuite dialoguer. Donc, vous avez développé différentes actions en partenariat. Alors, dans le cadre notamment du rôle d'incubateur d'Atis, mais justement pas seulement, vous avez aussi développé des coopérations dans le cadre de la Fabrique à Initiative de Nouvelle-Aquitaine, qui est portée donc par Atis. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce dispositif et nous en dire plus sur ce partenariat ? Bonjour à tous. Effectivement, Atis et Bordeaux Métropole collaborent depuis la création d'Atis qui a eu lieu en 2010, puisque la métropole est un membre fondateur et que Atis s'est créé pour expérimenter une des toutes premières fabriques à initiative en France. La fabrique à initiative, c'est un dispositif inversé qui permet d'impulser la création d'activités d'utilité sociale ou environnementale en réponse à des besoins ou des opportunités socio-économiques qui sont détectés dans les territoires. Une fois ce besoin ou cette opportunité détectée, la fabrique à initiative va embarquer une dynamique collective, mobiliser des acteurs pour travailler avec l'ensemble de ces parties prenantes sur à quel besoin on répond, avec quelle offre de services et quelle réponse, quelle activité de l'économie sociale et solidaire on peut construire, co-construire en réponse à ce besoin, quel sera le modèle de fonctionnement et qui peut porter. Puis ensuite, on accompagne le porteur de projet jusqu'à la création d'activités. Et pour compléter peut-être, c'est pour le territoire métropolitain un outil précieux pour concrétiser des dynamiques d'innovation sociale que l'on ne peut porter ou pour lesquelles nous n'avons pas de modèle. C'est aussi une façon de créer des activités pérennes, créatrices d'emplois sur le territoire. J'en citerai 3, vous en connaissez peut-être certaines. En 2011, donc au tout début, la conciergerie solidaire, une entreprise d'insertion qui propose un service de conciergerie aux habitants et aux entreprises. Une société coopérative aussi qui s'appelle Local Bio, qui a été créée en 2013, aussi dans le cadre de la Fabrique à Initiative, et qui est en fait une plateforme de commercialisation de fruits et légumes bio et locaux installée au sein du marché d'intérêt national de Bordeaux.
Et puis plus récemment, une foncière solidaire, en fait, dont l'association de préfiguration a été créée cette année. Mais du coup, donc je tutoie Élodie, donc je la tutoie devant vous. Mais du coup, Élodie, finalement, chaque année, on travaille ensemble avec l'ensemble des partenaires de la fabrique à initiative pour voir un peu sur quoi on va positionner cette fabrique. Et vous êtes apporteur vous-même d'idées. Est-ce que tu peux me dire quels sont les défis sociaux ou environnementaux auxquels Bordeaux Métropole veut répondre et pour lesquels la fabrique à initiative apporte plus particulièrement une réponse ? Pour rester sur le sujet du foncier, cette idée vient en fait a été remontée par notre service qui en 2019 se trouvait face à des problématiques récurrentes d'acteurs de l'ESS qui avaient du mal à s'implanter et cela freinait le développement de leur activité. Donc, face aussi à nos limites, nous, d'accompagnement au sein de la collectivité, on a missionné la fabrique à initiative, mobilisé la fabrique pour réfléchir à une foncière qui serait vraiment dédiée aux acteurs de l'ESS. C'est une foncière par et pour l'ESS pour faciliter des parcours immobiliers, que ce soit par la vente, par l'achat, ou la location. D'autres défis auxquels on se trouve en ce moment confrontés, c'est de la mutualisation sur certains sites, en fait, sur plusieurs communes de la collectivité. On a des sites où on veut faire vivre des coopérations d'acteurs. On ne sait pas forcément toujours bien comment et on veut créer des lieux totems de l'ESS qui puissent être identifiables par toutes et par tous, en lien avec notre logique de structuration de filières. On a une feuille de route, en fait, de l'ESS qui identifie des filières prioritaires. Et là aussi, la fabrique nous aide à faire vivre ces lieux. Voilà. Et une dernière question peut-être donc pour Élise. Dans les chiffres clés de la fabrique, on note qu'il n'y a qu'un tiers seulement des idées qui entrent en études d'opportunité, qui se concrétisent vraiment par une activité. Comment l'expliques-tu ? C'est la question provoque. En fait, dans le processus fabrique à initiative, déjà, on va intervenir au stade de l'idée. Donc, si on reprend l'exemple de Local Bio, donc c'est Bordeaux Métropole et les marchés de Brienne qui disent il n'existe pas le marché de gros au marché de Brienne des fruits et légumes bio. Voilà, ça rentre, c'est ça qui rentre en fait dans le processus fabrique à initiative. Un projet comme Local Bio, qui aujourd'hui est créé depuis 2013 et qui a été accompagné par la fabrique à initiative, c'est près de 3 ans de travail pour aboutir à la création de la société coopérative d'intérêt collectif. Et c'est vrai que le début de la première phase, ça va être un travail d'animation territoriale qui va permettre de vraiment vérifier avec l'ensemble des acteurs à quels besoins on cherche à répondre, qui y répond déjà. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des solutions qui existent ? Et dans ces phases-là, finalement, parfois, on va détecter que c'était une fausse bonne idée et qu'il ne faut pas aller plus loin et ne pas aller pas plus avant. On va observer qu'il y a déjà un acteur très similaire qui répond dans la ville d'à côté et que peut-être que la municipalité qui avait envie que ce projet existe sur son territoire bien précis, elle peut mieux travailler avec le projet qui est dans la municipalité d'à côté. Et puis parfois, c'est vrai que comme il y a, en gros, quand on a démarré la fabrique à initiative, il y avait 80% des idées qui étaient apportées par des collectivités locales. Aujourd'hui, c'est plutôt la moitié. Mais c'est vrai que quand une idée arrivait par une collectivité locale, il arrivait que la réponse qu'on lui fasse après la première phase d'étude était, en fait, là, vraiment, il s'agit plutôt de continuer à développer un service public. Ce n'est pas une activité de l'économie sociale et solidaire qui va résoudre ce problème ou ce besoin. On est dans le domaine de ce que vous pouvez impulser en tant que collectivité locale. Donc déjà, c'est dans cette phase-là. Après, s'il faut donner des chiffres pour préciser ce que la fabrique à initiative est capable de produire, sachez que dans le phasage, une fois qu'on a validé qu'il y avait bien un besoin, il y avait bien une offre de service, il y avait bien une réponse et qu'on détecte le porteur, donc on va passer ce qu'on appelle en étude de faisabilité. Nous, chez Atis, 9 projets sur 10 qui passent en FESA se créent. Donc là, le taux de transformation, il est très bon en fait dans cette phase-là. Et enfin, le taux de pérennité, donc ça fait 12 ans qu'on existe, donc on est capable d'avoir ce recul sur le taux de pérennité. 88% des activités qu'on a accompagnées sont toujours en activité aujourd'hui.
Donc on voit bien que le processus Fabrique à Initiative, s'il aide à éliminer pas mal de fausses bonnes idées, ce qui fait que le chiffre il est de 1 sur 3, c'est vrai que à la fin, ça crée des projets qui sont solides et robustes et créateurs d'emplois. Voilà ce que je peux répondre. Merci. Je crois qu'on en a fait. Vous avez fini un peu plus tôt, vous êtes super efficace. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je vais passer la parole à un deuxième binôme, donc à Pierrick Oursouri-Gareil, qui est le directeur de l'Adresse, qui est une structure qui est en Normandie, et puis à Ariel Thomiré, qui est délégué général du Fonds Caisse d'épargne Normandie pour l'initiative solidaire. Et donc, pareil, la première question que j'aimerais vous poser, c'est que vous avez développé du coup un partenariat, alors plus précisément autour de l'incubateur Catapulte, qui est porté par l'Adresse. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'objet de cette coopération ? Ouais, bonjour. Donc, je vais déjà présenter l'incubateur Catapulte. Effectivement, Catapulte, c'est un incubateur qu'on a créé en 2018 en partant d'un constat qu'en Normandie, on n'avait pas d'incubateur dédié à l'innovation sociale, aux entreprises sociales, etc. Donc, on est allé faire le tour des popotes pour proposer un accompagnement intensif, renforcé, d'une durée d'1 an à tout ce qui est innovation sociale, entreprise sociale, enfin porteurs et porteuses de projets d'entrepreneuriat social. Et donc, on a commencé à mobiliser différents acteurs, d'abord des collectivités avec qui on était en partenariat, et puis d'autres partenaires, notamment la Caisse d'épargne, enfin le fonds de dotation de la Caisse d'épargne, et puis d'autres partenaires privés. Et on s'est rendu compte que de réussir en fait à mobiliser des acteurs, notamment privés, dans cette aventure, ça nous a permis d'aller aussi rechercher les collectivités qu'on n'avait pas encore, d'aller rechercher d'autres acteurs privés, etc. Donc pour nous, c'était important. C'est aussi un gage de confiance d'aller chercher ces différents partenaires. Donc le partenariat, il est évidemment financier, mais pas que. Mais là, je vais te laisser, Ariel, on se tutoie aussi. Présenter ça. Ça va être plus simple pour nous de se tutoyer, oui. Oui, c'est une histoire qui nous ramène à déjà quelques années en arrière, puisque les projets de Catapulte et de création, plus exactement, de Catapulte, c'est 2018. Et dès le départ, la Caisse d'épargne et son fonds de dotation ont répondu favorablement justement à cette démarche, parce qu'elle est très importante pour notre territoire, bien évidemment, parce qu'on souhaite, comme banque, bien évidemment, être un acteur engagé de la transformation sur l'économie de proximité, puisque nous sommes une banque régionale. Et à travers notre fonds de dotation, nous avions l'opportunité d'accompagner, bien évidemment, Catapulte, qui au départ nous a surpris un peu comme nom, parce qu'on s'attendait plutôt un jet dans le mur, et non, c'est plutôt l'accompagnement de belles structures. Ça, c'est le premier point. Et il y a le soutien financier, comme le disait Pierrick, mais il y a aussi un réel soutien à travers des interventions de nos chargés d'affaires. C'est pour ça que je dis que c'est la Caisse d'épargne et le fonds de dotation, parce que les chargés d'affaires interviennent dans des ateliers auprès des personnes qui sont incubées. J'aime pas trop le mot incubé, mais auprès des porteurs de projets, pour les aider à construire en fait leur modèle socio-économique. Et ça, c'est très important, bien évidemment, pour le territoire, mais aussi pour nous, d'être présents dans tous ces montages, parce que même si on ne finance pas tout, même si on n'ouvre pas tous les comptes, on a accompagné à la réflexion et au démarrage d'un projet d'entreprise, une entreprise qui se veut viable par principe, mais qui porte aussi d'autres valeurs qui sont celles qu'on a évoquées à travers justement le côté et l'impact social. Je suis désolé, j'ai l'impression que ça résonne ou c'est l'écho. Voilà. Et sinon, on pourrait parler pendant des heures de tout ça, mais je crois que tu avais une question à me poser. Ouais, j'avais une question, parce que c'est une question qu'on se pose souvent autour des incubateurs, de la Fabrique à Initiative, etc. C'est comment tu conseillerais justement d'autres banques, alors pas nécessairement la Caisse d'épargne Normandie, mais la Caisse d'épargne ailleurs, voire d'autres. Est-ce que tu leur conseillerais de devenir partenaire d'un incubateur ? Alors, il n'y a pas de concurrence en la matière.
et puis je crois que tu l'as résumé à travers ce que tu disais tout à l'heure quand on a répondu favorablement à cette création d'incubateur. La notion de tiers de confiance, elle passe aussi par le financeur, la banque, qui apporte une certaine, alors à tort ou à raison, hein, je ne sais pas, mais souvent ça apporte une grande confiance. J'ai entendu parler tout à l'heure de fonds de confiance à travers un atelier, c'est important. Et là, la notion de confiance, elle a permis d'amener des entreprises qui étaient déjà impliquées et qui le sont toujours hein, en matière de SS. Et donc, le rôle moteur de chaque établissement bancaire, ben, il est évident. Alors, la coopération entre établissements, elle existe. Un établissement bancaire, elle existe sur des très gros financements. Hein. Vous entendez souvent parler de montage avec plusieurs banques pour réaliser des très grosses enveloppes. Eh bien, on peut imaginer que cette coopération, elle puisse exister aussi pour faire en sorte que des projets d'entreprise puissent naître sur le territoire. Donc, en effet, c'est hyper important et ça permet aussi, et c'est ça qui est important, que l'image des banques serve aussi, dès lors qu'elles sont banques coopératives et de proximité, hein, puisque moi je parle pour la Normandie, mais on pourrait parler pour d'autres enseignes et d'autres confrères qui rayonnent sur des régions, eh bien c'est d'apporter l'impact social, de bien mettre en avant les besoins sociétaux et puis construire des solutions qui contribuent au progrès. Alors je vais ramener un peu la couverture à la caisse d'épargne, vous le comprendrez, même si on n'est pas là pour faire du prosélytisme, mais c'est quelque chose que nous menons depuis environ 200 ans. Hein, pour certains plus, pour certains un peu moins, mais globalement, c'est répondre à des besoins qui permettent d'avancer collectivement et de façon solidaire. Alors, dans la suite des choses, je crois que je dois te poser une question, Pierrick. C'est ça, hein? Eh bien, Pierrick, la question, c'est comment peux-tu nous garantir, en fait, que les projets qui sont portés au sein de l'incubateur Catapulte vont éclore et vont se développer. On ne garantit rien, pas grand-chose. Non, je rigole, évidemment. Déjà, on met quand même beaucoup de jalons en place. Un incubateur, c'est des candidatures, c'est un comité de sélection, c'est un parcours d'accompagnement avec beaucoup de monde derrière, évidemment nos chargés d'accompagnement, du mentorat, des partenaires, etc. Donc on met quand même beaucoup de choses en place pour que ça fonctionne. Maintenant, on sait qu'un projet, on ne peut jamais garantir à 100% qu'il va voir le jour. Néanmoins, je crois que le témoignage de Julien avant est assez parlant. Cette personne, Julien a été accompagné dans son projet a éclos. Maintenant, c'est une entreprise, si j'ai bien compris, de 120 salariés. Voilà, on a effectivement dans ce lot d'incubés de très belles réussites. Et puis on a aussi des personnes qui, à un moment, se sentent pas devenir entrepreneurs. Ça arrive. Il y a toujours un pourcentage de non-réussite, on va dire. Et puis aussi, pour garantir tout ça, on met des chiffres en place. C'est-à-dire qu'on a eu un partenariat pendant 3 ans. Au bout de la 3e année, on est revenu vers vous pour vous montrer ce qu'avait éclos de l'incubateur. Un projet sur 2 qui est accompagné, qui lance son activité. Des projets qui se développent plus rapidement qu'habituellement, donc qui crée rapidement 2, 3, 4, 5 emplois. Et avec tous ces chiffres clés-là, avec les partenariats qu'on a eus, etc., on est reparti pour 3 ans à nouveau, et en plus sur un montant plus élevé que la première fois. Donc, comme quoi, on a quand même garanti pas mal de choses. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de notre côté. Merci beaucoup. On applaudit. Alors, on va passer au 3e binôme. On avance dans les parcours d'accompagnement. On va vous parler du dispositif local d'accompagnement de l'ESS, le DLA. Vous êtes respectivement Nadia. Ah, il y a un problème d'ordre là. C'est pas grave. Je reviendrai en arrière. Ça m'a perturbée. Ouf, voilà. Donc, je recommence. C'est bien à vous. Hein.
Vous voyez bien vos noms là sur le tout, ça va. Bon. Donc, vous êtes respectivement Nadia Auroux, responsable DLA du Haut-Rhin chez France Active Alsace, et Sylvain Grelier, chargé de l'ESS à la mission ESS promotion de l'activité à la DRETS Grand Est, donc service déconcentré de l'État. Moi, ce que j'aimerais du coup vous demander, comme aux autres, c'est comment vous pourriez nous présenter ce dispositif et ce partenariat que vous avez ensemble depuis plusieurs années. Bonjour à tous, merci Prunelle pour cette invitation et cette introduction un petit peu difficile là, qui nous a un petit peu décontenancé avec Nadia. Alors on a un exercice un petit peu malaisé en fait pour présenter le dispositif local d'accompagnement. Parce que nous adressons tant à des spécialistes du DLA, qui sont beaucoup plus experts que moi, mais l'expert pour ce jour, ce sera Nadia, et puis d'autres qui sont plus néophytes. J'en veux l'exemple de certaines structures de l'ESS qui parfois ne connaissent pas le dispositif. Voilà. Donc vous le présentez globalement de façon un petit peu technocratique. Pour l'État, vous rappelez que c'est un des dispositifs prioritaires en termes de ESS, sinon le dispositif prioritaire. J'en veux pour preuve la dotation. En 2021, elle était d'à peu près 27 millions d'euros, répartis sur tous les territoires. Et ce dispositif s'est adressé à 5600 structures de l'ESS dans le cadre de cette politique publique. Par exemple, en Grand Est, c'est 980 000 euros associés à d'autres financeurs socles que sont la Caisse des dépôts, Banque des territoires. À titre d'exemple, dans le Grand Est, c'est 450 000 euros, associés très souvent sur les autres territoires aux conseils régionaux. Chez nous, c'est 350 000 euros, associés également à des cofinanceurs locaux qui viennent plus sur les départements. Ça peut être la CAF, des conseils départementaux, des EPCI, et ainsi de suite. Donc tout ça pour vous dire, et ce rappel financier, c'est de façon prioritaire, et donc prouver cet engagement de l'État sur cette priorité véritablement forte qu'est le dispositif local d'accompagnement. Voilà, j'en reste là pour le paramétrage global. On y reviendra sans doute avec des questions, parce qu'on a préparé des questions. Nadia va me lancer des questions, moi je vais lui en lancer également. Peut-être Nadia, veux-tu rajouter un complément, peut-être plus de terrain sur le concret par rapport à ton activité, moi ayant fait le côté un peu plus technocratique, financier. Voilà. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais nous souhaiter mutuellement un bon anniversaire parce qu'aujourd'hui, le DLA, en 2022, a 20 ans également. Donc, voilà. Donc, effectivement, le dispositif local d'accompagnement, c'est un dispositif qui permet d'accompagner, de soutenir, consolider et développer l'emploi sur les territoires auprès des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc tout à l'heure, Julien a fait une super illustration de l'apport à travers un appui extérieur qui peut être apporté dans l'accompagnement et dans la construction de son projet, du parcours. Et comme disait tout à l'heure, je ne sais plus, toujours Julien, sur la question de la connaissance de l'écosystème. Donc le dispositif a vocation à accompagner donc les projets de l'ESS, et donc à partir donc les structures, elles viennent nous voir, elles nous font part de leurs préoccupations, du besoin, et notre premier métier des chargés de mission du DLA, donc il y en a aujourd'hui 300 au niveau national et extramarin. Donc l'objectif, c'est vraiment qualifier le besoin. Parce que la structure, elle a la tête dans le guidon, elle va un peu partout dans tous les sens, elle s'interroge, elle se pose des questions. Et donc notre rôle, parfois, donc il y a des symptômes qu'on observe, et donc un peu comme un docteur, un médecin généraliste, de bien travailler le diagnostic, de bien travailler les constats, entre ce qui peut être exprimé comme une problématique de communication, en creusant, c'est pas forcément la communication, c'est plus une question managériale, une question de projet associatif, une question de vision stratégique. Et donc, le chargé de mission met en place un plan d'action, ce qu'on appelle un plan d'accompagnement, pour permettre à la structure de progresser, d'avancer, pour qu'elle puisse avoir des effets leviers et poursuivre son activité. Donc voilà concrètement une structure
peut nous solliciter pour diverses raisons, pour des raisons d'organisation, des raisons aussi d'enjeux de modèle économique. Donc le spectre est très large. C'est vraiment du cas par cas. Donc on a une possibilité d'intervenir de manière individuelle et de manière aussi collective dans le cadre de rapprochement, de mutualisation, donc de travailler autour de l'ingénierie, de la coopération. Et donc voilà, à ce stade-là, je voulais également demander à Sylvain, en fait, c'est quoi votre ambition pour ton ambition pour le DLA? Merci Nadia. Alors moi, je n'ai pas d'ambition personnelle sur le DLA, je représente l'État, mais vous dire, l'ambition c'est déjà de pérenniser. Hein. Vous connaissez les contraintes souvent budgétaires, évidemment, et la première ambition c'est de pérenniser un financement que j'ai décrit tout à l'heure, qui est tout de même assez bien achalandé. D'ailleurs, une petite parenthèse, lors de la crise sanitaire puis économique, il a été décidé d'augmenter les budgets pour le DLA de façon ponctuelle, mais signe des temps et des priorités. Cette augmentation qui se devait être ponctuelle a été inscrite dans le temps, puisque c'est passé en loi de finances, et donc effectivement cette augmentation a été pérennisée. Alors ça, c'est une première ambition, c'est premièrement de pérenniser cette chose-là. La seconde ambition, on voit bien qu'avec le secrétaire d'État à l'économie sociale solidaire et à la vie associative, on était avec la ministre ce matin, on voit bien que dans le champ du DLA, il est nécessaire, et de l'ESS en plus large, d'intégrer de plus en plus la vie associative. Du coup, l'ambition, c'est justement, sans doute, les discussions sont en cours, hein, c'est évidemment pas à arbitrer, d'intégrer dans le cadre national d'action cette vie associative, le mouvement associatif, les structures associatives, les toutes petites structures, avec le premier emploi, la création d'un emploi. Pour l'instant, ça ne se fait pas. À titre d'exemple, dans le Grand Est, on s'appuie beaucoup sur le mouvement associatif. On parlait de trou dans la raquette tout à l'heure, je crois que c'est Julien qui parlait de ça. Nous avions noté qu'il y avait ce trou dans la raquette pour la création du premier emploi ou la pérennisation du premier emploi. Vraiment pour les toutes petites structures. On avait pris le relais avec un projet que nous conventionnons à la DRETS, avec le mouvement associatif Grand Est, Lorraine pour commencer, puis Grand Est après, pour essayer justement de faire le lien avec ce maillon manquant. Donc la grande ambition, en tout cas, moi, à mon sens, si je donne mon avis personnel, c'est d'intégrer plus ce versant VA qui s'associe au secrétariat à l'économie sociale solidaire dorénavant, pour voir comment on peut travailler dans le cadre du dispositif afin de toucher toutes les structures de l'ESS et pas en exclure quelques-unes parfois, au titre, par exemple, du fait que c'est la création d'un emploi, d'un premier emploi, et donc ça ne rentre pas dans le champ. C'est pas arbitré, les discussions sont en cours, on en discutait avec les référents ESS hier, et ce matin également, quand nous avons rencontré la ministre. Voilà, c'était un petit peu long. Alors à moi de te poser une question, Nadia, parce qu'on va revenir sur le côté vraiment concret et de terrain. Au-delà des indicateurs, le DLA est un dispositif extrêmement bien suivi. C'est d'ailleurs un phare dans la transversalité de l'ESS qui est toujours parfois, quand on est néophyte, c'était mon cas il y a 2 ans, difficile à appréhender, eh bien le DLA c'est un phare. C'est vraiment très très bien loti, très organisé. On a des indicateurs de suivi dans tous les sens, ingénierie collective, ingénierie individuelle, structure dans l'accompagnement, post-accompagnement. Alors on sait faire ça, on est vraiment très bien. Un dialogue de gestion, tout ça, très techno, on sait faire. Mais, Nadia, tu es une de celles qui m'a acculturé quand je suis arrivé, parce que tu es une experte du DLA. Alors, comment tu donnerais ton sentiment ou ton exemple par rapport à ce que tu fais sur le terrain, ton intervention, ton application même, sur des structures qui t'ont marqué quand tu les as accompagnées, au-delà des indicateurs, hein, tu ne vas pas me dire j'ai fait tant de post-accompagnement pour telle structure. Non, c'est voilà, ton sentiment vraiment propre, personnel, individuel. Merci. Par rapport à effectivement ce que tu évoques, hein, moi j'ai vraiment je suis toujours fascinée par rapport à ce dispositif qui est cadré au niveau institutionnel. Il y a une loi, il y a un encadrement, mais c'est vraiment cette fascination que j'ai pour le dispositif. C'est un organisme vivant, c'est-à-dire c'est un organisme qui évolue. Le DLA d'il y a 20 ans et le DLA d'aujourd'hui n'est pas le même. Et il y a aussi une attention par rapport au mouvement, hein, aux signaux faibles, ce que Julien disait,
il y a 15 ans, 16 ans, il y avait des signaux faibles, des détections, des intuitions sur des enjeux de transformation. Et par rapport au quotidien, donc là sur le terrain, on observe ces évolutions, ces constats. Il y a 20 ans, il y a 20 ans au niveau du DLA, notamment dans le Bas-Rhin, une association, donc l'autopartage. Il y a 18 ans, quand on parlait de partager sa voiture, mais c'était un choc culturel. Et donc un des sujets, notamment des structures de l'ESS, c'est à la fois on anticipe sur des évolutions sociétales et en même temps il y a ce travail de professionnalisation, d'accompagnement, d'acculturation qui sont des processus longs. Et le DLA, au-delà d'accompagner à la consolidation, était un outil d'accompagnement au changement et les potentiels et les opportunités de développement dans l'innovation sociale sont des processus qui prennent du temps. Donc à l'époque, penser partager sa voiture, pour les nouvelles générations, vous ne le mesurez pas, mais c'était inconcevable à l'époque. Parce qu'une voiture, ça ne se prête pas, c'est très perso, qui va payer l'assurance s'il y a un problème. Donc voilà, c'est vraiment ces sujets, pareil pour la partie santé, les activités physiques santé auprès des seniors. Donc à l'époque, pareil, une association avec 2-3 petits jeunes qui veulent développer une activité physique parce que ça fait du bien aux gens, parce qu'ils sont connectés à un médecin, parce qu'il y a des vertus pour la santé et qui aujourd'hui c'est des prescriptions médicales de pratiques sportives. C'est 18 ans qui sont passés et là au départ c'était une petite association, des gens qui étaient engagés et qui avaient cette conviction de transformer le monde et c'est ce qui nous nourrit tous les jours de voir tous ces gens-là. À l'époque ça s'appelait pas ressourcerie ni recyclerie, c'était du réemploi pour permettre aux personnes vulnérables pour développer de l'activité. Donc il y a vraiment cette question d'utilité au social et au centre et qui permet de pouvoir questionner comment on rend service, comment on crée un cadre favorable. Et là, par rapport à ce que tu dis effectivement concrètement, Sylvain, moi c'est ce qui me fait plaisir tous les jours et de voir comment cette transformation, cette énergie associative se traduit sur le terrain en activité, en emploi, en engagement. Et donc tout ce qu'on peut faire, on peut le faire parce qu'il y a des envies collectives, il y a des personnes engagées. Et donc c'est possible parce qu'il y a toutes ces ressources-là. Et sur le quotidien, ce qui est pas toujours évident, c'est effectivement la question de la temporalité, la question du temps. On a envie de voir les choses tout de suite arriver, progresser. On se rend compte qu'il y a une question de temporalité qui peut être différenciée entre les institutions, les associations, les bénéficiaires. Et donc voilà ce qui peut être questionnant. Mais aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est de constater aussi que quelques années après ou l'année d'après, il y a des activités qui sont développées, des associations qui sont toujours là aussi. Donc voilà, donc du coup, c'est... Voilà. Merci beaucoup. Merci Nadia. Vous avez vu qu'il y avait la maîtresse de cérémonie et de temps qui était là pour nous reprendre, mais on se permettait parce que c'est très intéressant, c'est pas techno, c'est concret. On pourrait parler plus, très longtemps, mais nos heureusement qu'on a vos collègues de gauche ont donné un peu de leur temps, et donc ça s'est passé. Là, je crois que ça va être compliqué peut-être dans le temps des questions. On pourra rajouter des choses parce qu'il faut que je laisse du temps pour les autres. Juste une. On est des beaux négociateurs en tant que chargé de mission DLA. Donc, du coup, c'était juste par rapport Une seconde. Une seconde. C'était juste par rapport aux questions des enjeux, la question de l'ingénierie, de la coopération et de tout le travail autour des transitions. Donc, on en parlera après. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. On va passer cette fois bien au binôme numéro 4. Donc un échange entre Cédric Baccarat, qui est responsable accompagnement vie associative à la Ligue de l'enseignement en Seine-Saint-Denis, donc qui s'appelle FOL 93, et puis Philippe Mignard, qui est responsable du service développement local chez Pleine Commune. Donc vous avez développé en partenariat différentes actions pour accompagner des projets d'économie sociale et solidaire en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette coopération ?
Oui, bien sûr. Alors peut-être en 2 mots, Plaine Commune, pour ceux qui ne situeraient pas, on est tout contre Paris, au nord, en Seine-Saint-Denis, 9 villes, 450 000 habitants. Alors un territoire qui a toutes les problématiques socio-économiques de la Seine-Saint-Denis, dont on parle beaucoup et sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais aussi un territoire qui a des richesses humaines, culturelles, un dynamisme de sa société civile qui est assez incroyable, et donc notamment un tissu ESS qui est bouillonnant, avec des initiatives qui arrivent à s'inscrire dans la durée, avec une belle pérennité, et pourtant toujours des nouveaux projets qui émergent. Voilà. Alors, qu'en Plaine Commune, imaginez une communauté d'agglomération, même si dans le Grand Paris c'est un peu plus compliqué, s'intéresse à l'économie sociale et solidaire, elle le fait au titre du développement économique. Assez logiquement, tout ce qui est vie associative restant au niveau des collectivités, enfin des municipalités. Pour autant, quand on travaille le terrain, quand on commence à faire des appels à projets, donc qui permettent de sourcer des gens, on se rend très vite compte qu'il y a tout un public de projets qui émergent, d'associations très citoyennes, loin de la professionnalisation, et en même temps il y a un potentiel, certaines employeuses à la marge ou pas encore, ou qui le voudraient mais qui ne savent pas comment faire, et pour lesquelles on a du mal à trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. En parallèle, on va voir la FOL 93, qui est le porteur du DLA chez nous. Je pense que beaucoup de collectivités font ça quand elles se lancent dans le SS, elles se tournent vers le DLA. Et on se dit comment on peut bosser ensemble, on serait pourquoi pas intéressé pour conventionner, etc. Et là, la FOL 93 nous fait une proposition un peu alternative. Et là, je vais te laisser la parole, Cédric, parce que moi, j'y étais pas, mais toi, tu y étais, donc tu pourras raconter mieux que moi. Alors, la FOL 93, donc représentant de la Ligue de l'enseignement, voilà. Vieux concept depuis 1866, il fallait que je place le mot concept aujourd'hui. Et donc, émancipation de l'individu, capacité d'agir, transformation sociale. Nous, depuis plus de 30 ans, on organise des formations des acteurs associatifs ouverts à toutes les personnes de Seine-Saint-Denis, associations constituées, porteurs de projets, etc., souvent porteuses de projets aussi. Donc c'est 50 séances par an, 200 associations qui viennent, 300 personnes, 2 tiers de femmes, 2 tiers qui agissent en quartier prioritaire de la politique de la ville, et je sais pas, peut-être 25% d'associations employeuses ou 30% en fonction des années, et à peu près ce qui est déjà 2 fois plus que la part des associations employeuses dans l'ensemble du monde associatif. Et à peu près toutes les 40 villes de Seine-Saint-Denis touchées. Donc il y a ces formations et il y a notre capacité aussi en tant que centre ressources d'accompagner de manière individuelle des projets collectifs, donc porteurs de projets, interassociatifs, etc. Le DLA, c'est bien, on le porte depuis 2007. C'est un dispositif qui a quand même un format particulier et du coup notre centre ressources nous permet, plus de souplesse, des structures non éligibles, de travailler. Il y a à peu près 30% du temps du DLA qui est sur l'ancrage territorial. Et à un moment, nous, on a besoin de plus sur un territoire comme la Seine-Saint-Denis. Et ça, c'est aussi notre centre ressources qui nous permet d'aller travailler sur ce qu'on appelle maintenant l'innovation sociale directement avec les acteurs du territoire. Voilà, et donc on a proposé à l'EPT de plutôt conventionner sur l'ensemble DLA et Centre de ressources et de développement de la vie associative. L'EPT a eu l'intelligence, la connaissance du territoire, comme il a été dit, pour dire oui, Banco, c'est une bonne idée. Et ça n'arrive pas toujours, cette intelligence-là, parce que des fois, on a des partenaires qui disent plutôt non, moi, c'est ça que je veux, c'est ça que je finance. Et puis cette souplesse, tout ça, toute cette intelligence, et ils ont accepté. Voilà. Du coup, j'ai une question, parce que à Plaine-Co, c'est l'exercice. On dit Plaine-Co pour les intimes. Comme on s'éprouve depuis une douzaine d'années, nous, on a remarqué 2 choses, et j'aimerais bien que tu nous en dises plus, en particularité chez vous. C'est déjà une intelligence en termes de transversalité de vos politiques publiques, politique de la ville, développement économique, ESS, transition écologique, et ça fait beaucoup de bien parce que ça crée de l'intelligence et des articulations aussi en votre sein. Et puis la deuxième chose, c'est aussi que vous êtes appuyé sur des choses que vous faisiez, comme l'appel à projet ESS, pour créer des dynamiques qui vont au-delà. Et nous, on a toujours plaisir de participer à ces dynamiques. Donc voilà, si tu peux nous en raconter plus.
Alors, je pense que Pleine Commune a très vite pris le pli de se dire si on veut faire une politique publique de l'ESS intelligente et rendre un bon service public, parce qu'on est quand même un service public avant tout, il faut absolument sortir de la posture classique de la puissance publique commanditaire. On conventionne 10, 15, 20 000 euros, on se fixe des objectifs, on se revoit dans un an. Si les objectifs sont tenus, on continue de financer, on rabote, on augmente, enfin voilà. Ce qu'on s'est dit, c'est que l'ESS, c'est un champ qui est extrêmement transversal. Si on le bosse tout seul de notre côté, on n'arrivera à rien. Et puis, c'est un champ sur lequel il y a plein de gens qui ont de l'expertise, et notamment vous, les acteurs de l'accompagnement. Et que ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de cette expertise terrain, de cette expertise métier-là, que nous, on n'a pas dans nos bureaux, perdus dans nos zones d'activité, loin du territoire, finalement. Donc, on a vraiment essayé d'interroger ça et de travailler pour le faire avec. Parce qu'une fois qu'on a dit on veut travailler ensemble, c'est bien, mais il faut essayer de faire avec. Et ça passe par des choses très concrètes qui ne sont pas particulièrement spectaculaires. Hein. Ce que je vais vous raconter là, vous allez voir, finalement, quand on se le dit, c'est du bon sens et en même temps, on ne le retrouve pas partout. Donc, tu as ouvert la porte de l'appel à projet ESS. C'est vrai que c'est un exemple intéressant parce que finalement, il y a beaucoup de collectivités qui ont des appels à projets et c'est facilement duplicable. Donc, n'importe qui peut le faire s'il a envie de le faire, ce qui est quand même très, très intéressant. Donc, notre appel à projet, en gros, c'est 12 lauréats, 15 000 euros de dotation moyenne. Donc, c'est un appel à projet qui a quand même un côté structurant, qui est important pour Pleine Commune. Enfin, c'est vraiment notre dispositif phare, celui sur lequel on communique, même si on fait plein d'autres choses à côté, sur lequel on met les 2/3 de notre budget. Donc, hyper stratégique. Un fonctionnement normal d'appel à projet ou classique, on se dirait, voilà, le service, il réceptionne les dossiers, il les instruit en fonction des critères, éventuellement, il passe 3-4 coups de fil là où il a des doutes, fait une proposition aux élus, éventuellement une audition des 15 projets les plus forts, et puis après, les élus, ils disent OK, pas OK, et on y va, quoi. On y va comme ça. Nous, on s'est dit, c'est trop bête de rester sur un stade comme ça. L'appel à projet, il y a de l'enjeu. L'appel à projet, ça mobilise, et nous, on fait vraiment un pas vers tous les acteurs, alors en interne, comme tu disais, services politiques de la ville, attractivité maintenant qui s'appelle, transition écologique, etc., vers les villes du territoire, vers les partenaires de l'accompagnement, si on met en jeu l'appel à projet et ce qui en sort. Donc, ça se passe en 2 temps principaux. Il y a un premier temps technique, où là, on est juste entre nous, spécialistes, où on échange vraiment sur tous les projets, qu'est-ce qu'on peut leur apporter collectivement. Donc, on arrive à donner, à la fin, on sort avec des propositions d'accompagnement collégialement concertées, donc ce qui est vraiment très, très intéressant. Et puis surtout, lesquels on envoie en audition. Et là, tous les ans, le service vient avec une proposition, et tous les ans, ce qui sort de la revue de projet, c'est pas la proposition du service. Il y a environ 1/3 de la liste qui change, donc c'est quand même pas rien non plus, c'est significatif. Et en jury, rebelote. C'est-à-dire que là, on se retrouve, il a eu lieu hier, donc je l'ai bien en tête pour cette année, on se retrouve avec 6 élus du territoire, dont le vice-président à l'ESS, qui est par ailleurs maire, conseiller départemental, enfin une vraie notabilité locale, autant d'acteurs de l'accompagnement en face. On reçoit les porteurs de projets qui pitchent et à la fin, on délibère. Et les délibérations, elles se font de manière extrêmement horizontale. Il n'y a plus les élus, il n'y a plus les structures qu'on finance et qui sont censées nous rendre un service. On cause ensemble sur le fond des projets et on décide ensemble ce qui paraît le plus pertinent pour le territoire. Et ça a vraiment des vertus énormes parce que ça nous crée, je pense qu'au fil des années, on s'est créé une confiance assez folle et on est capable d'inventer des choses qui sont moins standardisées qu'un appel à projet sur de la dentelle. Et vraiment, sur le long terme, cette ouverture, on n'y a vu que des intérêts parce que on a nos limites, nous, en tant que chargé de mission ou responsable de service collectivité, et ça, c'est un vrai moyen de les combler. Et justement, je vais me tourner vers toi maintenant avec la question rituelle. Cette notion de temps long, je sais qu'elle t'est chère. Nous, on y a vu plein d'avantages. Je voudrais que tu nous en parles un peu plus. Qu'est-ce que ça représente le temps long pour toi, et peut-être en l'incarnant toi aussi avec un exemple qui est celui du pôle petite enfance. J'ai 40 secondes. Donc, non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas toi, hein, c'est l'exercice. Je vais directement parler du POP, pôle petite enfance. Moi, j'arrive à la FOL 93 2010. J'arpente le territoire. Ouais, on est des arpenteurs de territoire. Taux de couverture des modes de garde de 32%. Donc, une famille monoparentale sur 3 arrive à trouver un mode de garde.
Pour grosso modo, c'est 75% à Paris, 54% je crois en national. Taux de famille monoparentale de 45%, quelque chose comme ça. Des très belles initiatives associatives qui existent. Et le mode de garde, première cause de sortie ou de non-entrée d'un parcours d'insertion ou de professionnalisation. Et du coup, on en discute avec les acteurs du territoire, les partenaires, on se dit il faut faire des choses, il faut faire des choses. Là, à un moment, Plenco se tourne vers nous et nous dit faut créer un PTCE petite enfance, vous allez vous en charger avec une structure SFMAD porteuse. Et puis du coup, nous, on explique que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, qu'on va plutôt travailler sur de l'interconnaissance, créer des dynamiques collectives. Après, on fera émerger quelque chose et ensuite, on trouvera la structuration juridique la plus adéquate. Donc toute cette aventure commence, je sais pas, 2014, 2013 première rencontre, 2014 premier groupe de travail sur le foncier, les achats, la formation, les recrutements, l'optimisation des places, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Première formation projet de MAM en 2015, des accompagnements individualisés qui ont suivi. On a déposé PTCE en 2015, on n'a pas été retenu, enfin on a été reconnu mais non financé. On a continué à oui, c'est super comme voilà, non financé. On a continué, on a travaillé, on a développé des choses. Aujourd'hui, c'est plus de 200 assistantes maternelles ou porteurs de projets qui ont été formés. On a accompagné 14 des MAM qui sont créés ces dernières années sur le territoire. On a recandidaté PTCE en 2021. On a été reconnu PTCE émergent, donc non financé. Bon, ça fait toujours plaisir. On n'y retournera pas en 2022 parce que le dimensionnement est un peu trop faible et il y a trop d'espoir pour trop peu de gagnants. Mais bon, on continue de travailler. On a d'autres choses à faire, d'autres énergies à dépenser. Et du coup, voilà, c'est un peu ce temps-là ne peut que s'inscrire sur du temps long. C'est le temps qui est nécessaire, voilà, pour construire avec engagement, patiemment, mais avec pugnacité et puis oui, voilà, déjà des fois, souvent, malheureusement, au-delà de nos forces, avec beaucoup de bénévolat ou avec malheureusement, comme vous avez pu l'entendre un peu, des dynamiques d'ingénierie, de conception, d'arpentage du territoire qui sont malheureusement pas assez soutenues. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors on va terminer avec le 5e binôme, donc avec Michael Barth, qui est responsable du programme PINS à l'Avise, et puis Marcel Ascaron, qui est secrétaire général de la Fondation Massif. Donc vous avez développé ce partenariat ensemble autour du programme PINS. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'objet de cette coopération ? Oui, bien sûr. Alors, comme on a la chance de passer à la fin, moi je vais commencer par une petite histoire. Vous n'avez pas plus de temps parce que c'est la fin. Hein. Ah zut, mince, bien essayé. Alors c'était PINS, c'est un programme qui a 8 ans aujourd'hui, et il y a 8 ans, une structure, un garage solidaire que vous connaissez sûrement tous, vient nous voir, nous disant on a besoin de financement, voilà, on a besoin que vous nous accompagniez, que vous nous financiez. On échange avec eux, on voit leurs besoins et on se rend compte lors des échanges que leurs besoins sont toujours financiers bien sûr, mais ne sont pas seulement financiers. Ils sont en train de se poser la question du changement d'échelle, de comment faire pour passer d'une structure à plusieurs, comment rassembler plusieurs structures. Et finalement, ils se posaient la question de l'essaimage. Comme à la Fondation Massif, eh bien, depuis le début, on travaille avec l'Avise, que l'Avise réfléchissait sur ces questions d'essaimage, il nous a semblé assez naturel de développer un partenariat pour se dire, eh bien, on va accompagner cette structure ensemble sur ses besoins, sur son essaimage, et on va en tirer quelque chose après. On va voir ce qu'on va en tirer pour d'autres, pas seulement pour la structure accompagnée. Ça, c'était la première année en 2014. 2015, on a 3 structures qu'on accompagne, 3 structures accompagnées individuellement. Ça se passe très bien et tout, mais il manque toujours quelque chose, en fait. Il manque des éléments. 3e année, on met en place un programme qui est plus ou moins, il a évolué encore, hein, mais plus ou moins celui qu'on connaît aujourd'hui, qui a plusieurs composantes. Alors, PINS, c'est quoi ? C'est un programme d'accompagnement à l'essaimage. Mais concrètement,
C'est un diagnostic, un accompagnement individuel, ça je vous l'ai déjà dit, mais c'est aussi un accompagnement collectif, puisqu'on accompagne 8 structures chaque année, 8 structures qui se forment en promotion en fait, hein, et on voit vraiment des esprits de promotion. Julien en a parlé, a parlé de Pins tout à l'heure. Je me rappelle de la promotion de Julien, il nous a marqué. Donc c'est cette promotion. C'est aussi une dotation financière, parce que les financements sont importants, tout simplement parce que quand on travaille sur sa stratégie d'essaimage, eh bien, en général, un porteur de projet a le nez dans le guidon. Il n'a pas forcément le temps de penser à l'essaimage, ou alors il y pense très rapidement. Et cette dotation financière lui permet de dégager du temps pour travailler cette stratégie d'essaimage. C'est aussi un fonds d'ingénierie, du transfert de savoir-faire, c'est beaucoup de choses, et finalement une communauté d'alumni. Aujourd'hui, on en est à une petite 60aine de structures déjà accompagnées ou en cours d'accompagnement, qui démarrent leur accompagnement très récemment. Je te laisse compléter, Mickey. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Marcella, Pins a 8 ans. Et en fait, il y a 8 ans, donc en 2014, côté Avise, on sort un guide sur les stratégies de changement d'échelle. Julien de Ygraine a montré une slide de ce guide. Donc, ce guide qui a été réédité, augmenté en 2021 et qui a été traduit en anglais la semaine dernière dans le cadre des travaux que mène l'Avise en Europe en tant que centre de compétences sur les questions d'innovation sociale, mandaté par l'Union européenne. Donc 2014, le guide qui sort, la rencontre avec la Fondation Massif du coup, parce qu'on avait la même ambition sur les questions de changement d'échelle, et on a essayé de focaliser sur une des stratégies. Il y a plusieurs manières de changer d'échelle. On a essayé de focaliser sur l'essaimage, ou autrement dit la duplication. Donc quand un projet a fait sa preuve de concept et un modèle économique qui est éprouvé et qui souhaite le territorialiser sur d'autres territoires, eh bien comment on s'y prend, comment on l'accompagne, puisque ça pose des questions de transformation, d'organisation, et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc la rencontre s'est faite comme ça, et donc le programme intervient vraiment pour aider à se poser les bonnes questions sur les questions donc de l'essaimage, puisqu'il peut y avoir différents types d'essaimage. C'est pas une formule magique unique, ça peut être des franchises sociales, donc un format de franchise, ça peut être un essaimage centralisé. Donc j'ai ma structure, je crée des sirettes et des antennes dans différents territoires. Ça peut être en mettant à disposition les connaissances sur un format un peu open source, ce qu'on appelle nous de la fertilisation sur différents territoires. Mais dans tous les cas, ça nécessite de se poser pas mal de questions sur le modèle économique de l'essaimage, comment je réorganise mes équipes. Souvent, il faut mettre en place un middle management. Voilà. Donc beaucoup de questions. Et le programme a été conçu et est amélioré de manière continue pour répondre au mieux à ces questions dédiées spécifiquement à l'essaimage pour les associations. Alors moi, j'ai une petite question. Alors, quand on conduit un programme depuis 8 ans, on se pose forcément la question de son impact, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il produit derrière. Alors justement, on a décidé ensemble de réaliser une étude d'impact. Est-ce que tu peux me dire quel est l'impact aujourd'hui du programme Pins ? Déjà sur les résultats, donc tu l'as dit, c'est une 60aine de structures qui ont été accompagnées. Concrètement, dans la 60aine depuis 8 ans, il n'y a qu'une seule qui est sortie de nos radars. Donc en termes de taux de pérennité, c'est plutôt très correct. En tout cas, on l'estime. Et puis, sur l'impact, effectivement, on a fait appel à un cabinet externe pour évaluer l'impact du programme, donc les effets au bout de 8 ans. Les effets, ils sont multiples. Le premier, c'est que l'étude a montré que le programme facilite l'essaimage. Donc, il y a un vrai effet levier sur la capacité à essaimer, avec l'outillage, l'apport d'expertise qui est apporté dans le programme. Donc, il y a plus de 120 antennes qui ont été créées par les alumni Pins. Donc alumni, donc les lauréats, tous les lauréats accumulés depuis la création du programme, depuis la création du programme. Il y a un autre effet sur les équipes. Le programme permet de mobiliser les équipes, donc c'est un accompagnement du dirigeant, mais à travers le programme, il voit l'intérêt, la pertinence d'accompagner les équipes, et ça a un effet sur ça. Un autre effet auquel on s'attendait un petit peu moins, c'est PIN, c'est une marque, mais c'est pas un label, c'est pas un agrément. Et pour autant, les structures arrivent à mieux mobiliser des financements, des ressources, de l'accompagnement. Il y a un effet un peu label PINS après le programme sur les territoires. Donc ça va permettre de gagner en visibilité, en légitimité, et d'être estampillé ESS via PINS. Ça apporte une cote de crédibilité en plus. Ça permet de développer son réseau et des partenariats. Et enfin, le programme, même s'il est pour les structures, il a un impact sur les dirigeants.
qui adoptent ou qui adaptent leur posture en tant que dirigeants, puisqu'ils passent un cap, souvent avec des équipes qui gonflent. Donc ça a un impact. Et puis voilà, ils montent en compétence sur le sujet du changement d'échelle. Donc voilà, l'étude a montré qu'il y a différents effets à différents niveaux. Et enfin, le dernier effet, c'est sur le fait de ne pas être tout seul, d'être en communauté avec d'autres entrepreneurs qui sont dans les mêmes situations pour échanger sur leurs galères au quotidien en tant qu'entrepreneur en essaimage, en changement d'échelle. Ils ont un forum privilégié de discussion entre entrepreneurs sur ces sujets-là. Du coup, côté Avise, la question que je voulais te poser. Donc nous, on se connaît bien sur le programme PINS, mais la Fondation travaille sur d'autres programmes et appuie à l'ESS de manière générale au niveau local comme national. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les actions de la Fondation ? Oui, bien sûr. Alors, en tant que fondation d'un grand groupe mutualiste, on soutient forcément l'intérêt général et on soutient des programmes d'innovation sociale. Aujourd'hui, c'est 150 à 180 projets qu'on accompagne chaque année, alors que ce soit sur les territoires, parce qu'on est représenté dans chaque région française, ou au national, où on accompagne des projets justement à vocation nationale. Alors, notre volonté n'est pas de disperser nos accompagnements, nos financements et d'avoir 150 projets différents avec des accompagnements qui sont les uns à côté des autres, mais vraiment de faire système, d'aider les acteurs à monter en impact, monter en compétences. Pour ça, on les accompagne. Alors souvent, on commence avec une détection, un premier accompagnement territorial. On a cette chance, comme je vous disais, comme vous, d'être sur les territoires et on repère des innovations dès le début, en amont. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Terre de Liens, c'est une histoire qui a commencé pour nous en 2010 en Picardie. Alors, Terre de Liens, si vous connaissez, c'est une structure qui travaille notamment sur la préservation du foncier agricole. Donc, en 2010, en Picardie, la délégation régionale de la Fondation accompagne cette structure. L'année suivante, on se rend compte que c'est une initiative impactante qui fonctionne bien. Alors, je ne me rappelle plus exactement, mais 6-7 régions, délégations régionales de la Fondation, alors dans d'autres régions, en Bretagne, dans l'Est, qui accompagnent aussi Terre de Liens. Puis on se dit qu'il y a quelque chose à jouer, au niveau national. Et donc, on les accompagne juste après sur la réflexion sur leur stratégie financière. Comment est-ce qu'ils vont penser leur stratégie financière ? Ils mettent en place une fondation en même temps qu'une foncière. Comment elles fonctionnent ensemble ? Terre de Liens, c'est une structure qu'on a suivie depuis 2010. Aujourd'hui, on les accompagne d'une autre façon. Tu parlais tout à l'heure, Michael, de fertilisation. Aujourd'hui, ils se rendent compte que leur impact ne peut pas être assuré seul. Ils n'ont pas les moyens de racheter tout le foncier agricole en France. Mais par contre, ils peuvent relayer leur action auprès d'autres acteurs, notamment des collectivités territoriales, qui peuvent reprendre leur modèle. Et donc, ils font un essaimage par fertilisation. Et donc, on les accompagne sur ces questions-là. Alors, des sujets, on en a accompagné plein d'autres. Tout à l'heure, vous parliez d'autopartage. Je me rappelle, je n'étais pas là, je vais être honnête. Mais en 2001, dans l'Est, on avait cru à autrement. On a accompagné le service civique au tout début, unicité, alors que c'était 3 jeunes filles qui rentraient des États-Unis et auxquelles on a cru, que ce soit, pareil, les accords de riz, voisins malins. Voilà, il y a énormément de structures dont je pourrais vous parler. Ce qui nous importe, c'est vraiment accompagner l'impact et de diffuser autant les innovations sociales. Alors, Michael, je vois que le temps passe. Non, c'est fini. Vous êtes un binôme très ambitieux. Vous pensiez que vous pourriez vous poser plusieurs questions, mais on arrive à la fin des 10 minutes. Donc peut-être on va garder un petit peu de temps pour les questions, si vous le voulez bien. Donc je vais ouvrir. Merci beaucoup. On peut les applaudir aussi, si vous avez appelé tous les autres. On va ouvrir un temps de questions. Ouh là là, j'ai été beaucoup trop vite. Donc je vais prendre 2-3. Pardon, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est bon. Je vais prendre d'un coup 2-3 questions. Donc merci d'être assez précis dans la question que vous posez pour qu'on puisse du coup donner la parole aux différents intervenants. Alors, dans la salle, normalement, 2 personnes sont là. Emma, Virginie, voilà. Merci de vous présenter quand vous posez votre question.
Toujours dur, hein, la première question. Mais alors, s'il n'y avait pas de questions de la salle, je peux aussi ouvrir les questions aux intervenants. Enfin, si certains veulent poser des questions à d'autres intervenants parce que ça les a interpellés, ce qui a été présenté, c'est aussi tout à fait possible. Oui, je pense qu'on va faire ça. Vos interventions étaient particulièrement claires. Ou alors il y a une question? Non? Oui? Ah. De l'équipe, mais ça compte quand même. Bonjour, Bérangère, donc responsable du pôle territoire à la Vise. Je me permets, j'aurais pu essayer d'enlever mon t-shirt et de passer pour quelqu'un d'autre, mais j'avais une question bien sûr essentielle. On parle des enjeux de l'accompagnement à l'économie sociale et solidaire. Chacun sur votre territoire ou avec votre casquette, quel est l'enjeu phare que vous aimeriez partager sur l'accompagnement de demain? Du coup, je vais prendre que cette question et je vais vous laisser le temps. Vous allez avoir comme ça 1 minute chacun pour pouvoir y répondre. Et on est un petit peu en retard, donc du coup, voilà. Donc, très rapidement, une réponse chacun. Je crois que ça a été dit tout à l'heure, mais le changement d'échelle, faut accélérer. Et donc, pour accélérer, il faut du soutien, il faut toujours plus de soutien. On est là, comme le disait Julien, on s'est bien structuré, on se performe encore, on continue de s'améliorer, on travaille beaucoup ensemble et voilà, il faut encore plus de soutien pour qu'on développe encore plus le SS sur les territoires. Merci Pierre. Moi, si ça marche. Moi, j'ai l'impression, sur la longue durée, d'avoir quand même vu un certain nombre tout ce qui était aide au poste disparaître petit à petit pour le secteur associatif. Et mine de rien, quand on est dans une logique d'accompagnement, il faut pouvoir dégager du temps. Et donc, des structures qui faisaient beaucoup avec de l'aide au poste se retrouvent aujourd'hui à devoir faire pareil, voire plus, parce que les besoins existent encore en autofinancement, parce que les subventions ont pas suivi, et de plus avoir le temps d'aller sur des problématiques d'accompagnement aussi facilement qu'avant. Donc, je pense que moi, il y aurait, un des sujets que je verrais, et pour le coup, c'est plus un sujet de plaidoyer, parce que c'est pas à pleine commune, avant que j'ai de quoi faire un dispositif d'emploi aidé associatif, il va se passer quelques années, je pense. À mon avis, on aurait tout ça. C'est le plaidoyer que je voudrais porter si j'avais cette occasion-là de dire à un moment donné, si on veut que les assos soient dans des logiques de développement et de trouver des modèles économiques hybrides très complexes avec des objets sociaux qui ne pourront jamais être rentables en soi, il faut du temps et il faut leur permettre de l'avoir. Voilà. Merci. Alors, pour moi, les enjeux, il y en aurait trop, puis ça dépend des territoires. Donc oui, les moyens, oui, merci. Faut que tu viennes avec de l'enseignement, Philippe, ou au mouvement associatif plus largement. Sur les enjeux, il y a tout ce temps là dont j'ai parlé, d'arpentage du territoire, etc. Et du coup, des partenariats apaisés. Nous, ça va, c'est apaisé. Il y a tellement de choses à faire en Seine-Saint-Denis que on ne peut pas se permettre de se tirer dans les pattes. Mais quand même, on a toujours la pression des objectifs et tout ça. On respire. Le travail, il est fait. Il n'y a pas d'emploi fictif. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, on est 2 salariés au POP. Enfin, il y a 2 salariés au POP. Et nous, la FOL 93, on recrute des chargés de mission vie associative et DLA. Donc voilà, si vous avez des candidatures, faites passer. Et donc, et après, si je pouvais donner une focale, juste un petit focus comme ça sur un enjeu de coopération qui me tient à cœur, vous l'aurez compris par rapport au POP, c'est ces enjeux de travailler les coopérations. On a accompagné des régies de quartier pour structurer leur coopération en dehors des GME, d'un groupement mondial d'entreprises qui est lié à un marché, pour qu'elles se donnent des ailes. On peut accompagner différentes structures qui décident de s'investir dans un projet qu'on appelle maintenant de tiers-lieu. Voilà, donc tous ces projets de coopération où là on accompagne des collectifs des structures de spectacle vivant. Voilà, et on sait qu'il va y avoir une dynamique collective à l'issue qui nous dépassera et qui ira au-delà de nous. Voilà, ces enjeux de coopération, moi, m'intéressent toujours. Peut-être un dernier complément. Effectivement, je plus soit sur l'ingénierie d'accompagnement aux coopérations économiques et territoriales, parce que finalement, ça se fait. Le SS porte les coopérations dans son ADN, mais
comment on accompagne ça dans la durée. Aujourd'hui, c'est pas tant que ça formalisé. On n'a pas tant que ça posé la façon d'accompagner les choses en tant qu'acteur de l'accompagnement. Mais le dernier point pour moi qui est un enjeu, c'est les questions écologiques et de transition écologique. Donc c'est comment on arrive à intégrer finalement les vulnérabilités qui sont liées au changement climatique et à la question écologique dans la façon d'accompagner les projets, puisque ils vont tous faire face à des problématiques, ils ont tous des vulnérabilités, et donc quels sont finalement les piliers de la résilience qui peuvent être des outils pour choisir quels seront leurs scénarios de fonctionnement dans l'avenir. Et donc je pense que ça passe par s'auto-accompagner sur ça pour ensuite être mieux capable d'intégrer ça dans ces programmes d'accompagnement. Merci beaucoup à tous pour vos interventions très très riches cet après-midi. Puis on va passer je vais vous laisser rejoindre la salle et puis on va passer à la clôture de l'événement. Cette conférence. Donc, pour celle-ci, j'accueille Cécile Leclerc, qui est notre directrice générale à la VIS. Je ne m'étais pas présentée au début, mais je me prenais le gorgé, la directrice des programmes. Et puis donc Christophe Janter, qui est directeur du département cohésion sociale territoriale à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Alors, on a appris que Marlène Schiappa avait un contretemps important aujourd'hui. On en est désolé, on l'excuse. On a reçu une vidéo juste avant cette conférence qu'on pourra vous projeter en clôture. Mais ce qu'on va proposer à Cécile, c'est pour clôturer cette journée, c'est aussi de nous faire part de l'ensemble des messages qui sont portés par les accompagnateurs qu'on a travaillé pendant 2 jours et qu'on souhaiterait aussi remettre à Madame la Ministre et puis sur lequel Christophe Janter pourra aussi également réagir. Tout à fait, merci Prunelle. Je suis moins là avec ma casquette Avise en tout cas avec cette casquette Avise qui rassemble toutes les communautés d'acteurs d'accompagnement. Redire d'ailleurs que là depuis 2 jours, tout le programme, il a été bien sûr co-construit avec l'ensemble de ces acteurs d'accompagnement. Hein. C'est vraiment une opération très collective. Et du coup, collectivement, hier soir, après une journée de travail, on s'est posé la question des messages qu'on avait envie de passer au pouvoir public en général, à Marlène Schiappa en particulier. On a fait un petit WooClap, donc on a tout un tas d'archives et bien sûr, on le traduira en note de synthèse qu'on transférera à Marlène Schiappa de Visu. Mais principalement, alors il y avait 3 catégories de messages. Le premier, des choses assez générales, mais du coup je l'ai dit, hein, parce qu'elles sont revenues plusieurs fois, c'est ne pas faire de l'ESS l'économie de demain. Bon, je pense que là, on a entendu tout au long des 2 jours, on en est d'accord. Ne pas confondre ESS et économie à impact. Ou économie à mission. Donc il y a eu pas mal de messages qui allaient dans ce sens. Mettre en place une TVA écologique. Donc voilà, trois propositions qui relevaient du champ plus général. Après, on a eu des propositions du coup qui étaient vraiment plus orientées autour des politiques publiques de soutien à l'ESS. Et après, je parlerai des propositions dédiées vraiment à l'accompagnement. Donc vous le voyez, on a eu beaucoup de choses, beaucoup sur une demande de tous les acteurs de l'accompagnement d'utiliser de manière beaucoup plus raisonnée les appels à projets et la prestation. Alors le WooClap, ça impose de répondre en 100 signes. Donc on n'a pas fait des thèses sur le pourquoi du comment, mais on voit bien derrière que la question des appels à projets et du coup de demander aux acteurs de l'accompagnement comment ils doivent rentrer dans un cadre plutôt que de pouvoir dialoguer et proposer leurs projets et exprimer leurs besoins, c'est un vrai sujet.
Et je pense que c'est un message qui n'est pas envoyé que à Marlène Schiappa, qui est envoyé globalement à l'ensemble des soutiens et des financeurs, mécènes de l'économie sociale et solidaire. Le pendant, on a eu poussé de privilégier les conventions pluriannuelles d'objectifs, donc privilégier le temps long dans le soutien aux acteurs de l'accompagnement. S'assurer que les politiques nationales sont également portées et financées par les services déconcentrés. Alors on a eu beaucoup de remarques en ce sens-là. Comment on s'assure que finalement, quand on a une grande vision stratégique, derrière, on a des services déconcentrés ou des entités régionales, si on ne parle pas de l'État, qui sont en capacité de répondre et de financer les projets portés à l'échelle du territoire. Ne pas prendre l'ESS pour pallier au manquement de l'État, c'est revenu plusieurs fois aussi. Mobiliser les autres ministères pour qu'ils soutiennent l'ESS dans l'ensemble des politiques sectorielles. Donc là, je pense que le positionnement de Madame la Ministre auprès du Premier ministre est quand même un avantage pour pouvoir jouer l'interministérialité. Et du coup, ça a été bien rappelé dans nos propositions. Soutenir l'ESS et l'innovation sociale comme sont soutenues la French Tech ou la R&D, notamment par le crédit impro recherche. Alors j'ai fait désolé pour ceux qui sont encore dans la salle. Alors les accompagnateurs qui étaient en province, ils sont peut-être partis pour certains, mais vous me direz si j'ai déformé les propos. J'ai fait des synthèses, mais il y avait beaucoup de choses sur l'enjeu de reconnaissance de l'innovation sociale, de formation à l'innovation sociale, et comment à l'image de l'innovation technologique, on crée de la dynamique, on crée de la pulsion avec des vrais moyens pour que ça change vraiment d'échelle. Intégrer l'inflation dans le montant des subventions accordées, ça, je pense qu'en effet, ça va être un vrai sujet des négociations avec l'ensemble des subventions et des financeurs l'année prochaine, puisque par définition, nos charges augmentent. C'est pas forcément le cas des ressources quand elles sont de l'ordre de la subvention. Et enfin, il y avait plusieurs messages sur l'importance de soutenir les dynamiques partenariales et collectives, puisque c'est bien la définition même de l'ESS, les enjeux de coopération. Et on voit que régulièrement, que ce soit, alors ça pour bien le connaître, dans le cadre des projets du Fonds social européen, que ce soit dans d'autres cadres, il y a des contraintes qui font que ces dynamiques, elles sont pas assez soutenues et parfois même pas facilitées pour pouvoir agir. Quelques messages enfin, c'est la diapo suivante dédiée aux enjeux vraiment de l'accompagnement. Donc il y a eu un message pour que le soutien des fabriques à initiative qui peut être fait par les collectivités territoriales soit abondé par des financements des services déconcentrés de l'État. Il y a eu un message pour renforcer le DLA, il y a eu un message pour renforcer le soutien aux têtes de réseau de l'ESS en général, il y a eu plusieurs messages pour du coup renforcer le soutien des CRES et leur rôle, notamment, c'est la dernière proposition, dans l'accueil, l'information, l'orientation des porteurs de projets dans les territoires, à la fois guichet côté CRES pour l'ESS, et il y avait une proposition aussi de bien rappeler que les points d'information pour la vie associative, les PIVA, sont aussi des acteurs de l'accompagnement du monde associatif. Donc j'ai fait le plus court possible parce qu'on a été assez prolixe en fait avec ce WooClap. J'espère que ceux qui ont participé dans la salle s'y retrouvent bien. Et je vais peut-être directement me tourner vers Christophe Jonter pour savoir du coup face à ces différents messages adressés aux parties prenantes et soutien de l'ESS en général et à la puissance publique en particulier, finalement, vous, Banque des Territoires, qui êtes un des opérateurs publics fondamentaux quand même dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, comment du coup vous traitez cette question de l'accompagnement ? Merci Cécile et bonjour à tous. Je tiens déjà à saluer cette initiative, ces premières rencontres nationales des accompagnateurs de l'ESS, organisées par la VISE, qu'on soutient depuis 20 ans déjà, le temps file. Donc l'ensemble des communautés qui sont animées par la VISE, la communauté émergence et accélération, le réseau des fabriques à initiative, Créa Rural, le DLA qu'on connaît bien, et pour qui c'est un anniversaire aussi, donc ça me l'a remis en mémoire tout à l'heure, 20 ans. Et pour nous, pour nous tous, ces rencontres sont essentielles. Parce qu'elles permettent d'échanger, elles permettent de mutualiser les bonnes pratiques, et puis elles permettent aussi d'identifier potentiellement des trous dans la raquette, et donc finalement de mieux travailler
ensemble. Alors, la Banque des Territoires, je fais un petit rappel. On est un investisseur, mais on a plusieurs casquettes. On ne fait pas qu'investir, on fait beaucoup d'accompagnement aussi. Et quand on ne le fait pas nous-mêmes, on soutient nos partenaires tels que l'Avise. Et puis, nous finançons aussi, j'ai entendu ce mot, les têtes de réseau, notamment donc France Active, ESS France, le mouvement associatif, la CGScope, bref, autant d'entités qui ont des relais territoriaux. Et nous avons nous-mêmes des relais territoriaux puisque nous avons 16 directions régionales qui sont vos interlocuteurs sur les territoires. Et d'ailleurs, bon, juste un chiffre, en fait, on investit aujourd'hui plus de 100 millions d'euros par an, et même plus que 100 millions par an. C'est d'ailleurs un montant qui est inscrit dans la convention qu'on a signée avec le secrétariat d'État à l'ESS, à l'époque Olivia Grégoire, et qui va être renouvelé pour les 3 ans à venir avec Marlène Schiappa. Donc pour nous, l'accompagnement, il est clé. Il est clé pour plusieurs raisons. Si on prend notre casquette investisseur, il est clé parce que les projets qu'on va instruire en investissement seront mieux structurés, à peu près sur tous les plans. On les a évoqués, les tables rondes précédentes étaient très très intéressantes. Structurés sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan organisationnel, sur le modèle économique, sur les plans de financement aussi. Aller chercher des subventions, c'est bien, mais il faut savoir diversifier ces sources de financement. Et puis l'accompagnement des projets sur les territoires, il est clé aussi, j'ai entendu ce mot bien sûr, pour l'innovation sociale. Et donc, ces accompagnements, ils sont essentiels pour tout simplement faire grandir des projets de territoire qui seront ensuite financés, investis par des structures telles que la Banque des Territoires, mais bien d'autres, puisque nous sommes systématiquement minoritaires dans les tours de table. Donc le DLA, je l'ai cité, on est un gros financeur, à hauteur de plus de 5 millions par an. J'inclus les centres de ressources, évidemment, qui vont avec. France Active, et je reviens sur les relais territoriaux, finalement, les associations territoriales de France Active font aussi de l'accompagnement. Il me semble que Denis de Menton évoquait le chiffre d'un tiers des salariés de France Active qui se penchent sur l'accompagnement, et bien que France Active soit aussi un investisseur. Et puis, vous êtes nombreux dans la salle, dans cette communauté émergence et accélération, mais on en soutient un certain nombre en direct, des incubateurs régionaux, et ça se fait à travers nos directions régionales, et puis le réseau d'incubateurs de la Ruche, qu'on finance aussi. Je voudrais citer également le Fonds I, qui est une initiative qui a vu le jour, qu'on avait travaillé avec l'Avise notamment, mais aussi avec la JEBVA, AG2R La Mondiale, et puis les 2 fondations Carasso et Caritas. Et le Fonds I, il fait aussi, comme vous le faites souvent, de l'accompagnement sur mesure. Et vraiment, ça passe par une phase de diagnostic avant d'aller multiplier les missions, que ce soit juridique, financier ou autre, mais avec un seul interlocuteur pour le porteur de projet. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir à multiplier les cabinets de conseil en face de lui. On va tout concentrer sur une mission de conseil après cette phase de diagnostic. Je ne voudrais pas être trop long parce que je ne vois pas le décompte. Donc je ne sais pas s'il me reste encore 1 ou 2 minutes. Ça va. Je pense que, et ça a été aussi évoqué, hein, c'est bien pour ça que je suis arrivé en avance pour vous écouter, le sujet de l'articulation entre les différents dispositifs. Il est clé parce que il n'est pas évident d'orienter les porteurs de projets qui ont des besoins multiples vers le bon acteur d'accompagnement. Et donc ça, c'est comment vraiment l'orienter vers le meilleur acteur, le plus adapté. Et c'est aussi un sujet de coopération territoriale. On parle de coopération territoriale souvent quand on évoque les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont un très bel exemple de coopération territoriale, pour vraiment aller chercher des parties prenantes de nature différente, des collectivités, des citoyens, des investisseurs, des associations. Et je pense que cette coopération territoriale, elle est aussi totalement d'actualité sur les accompagnateurs. Et Cécile, tu évoquais le dispositif AIO, donc accueil, information, orientation.
Donc ça, j'ai cru comprendre que c'était une expérimentation qui était lancée, avec un point d'entrée unique à travers les CRES. Et les CRES, bien sûr, jouent un rôle essentiel. Et là, on est sur, je pense, des associations employeuses. Et puis, bien sûr, on a énormément d'associations non employeuses. Et pour cela, il y a également l'initiative de Guy Dassault, qui, j'ai cru comprendre, allait également faire l'objet d'une expérimentation dans cette région, et qui, elle, s'adresse plus à des associations non employeuses. Et vous voyez, sur cette coopération territoriale, finalement, sur ce maillage territorial, il est important que les différents acteurs se parlent, se coordonnent, sans forcément avoir des guichets uniques à chaque fois, mais qu'on puisse les uns les autres réorienter les porteurs de projets quand ils ne sont pas à la bonne porte, mais qu'on peut leur donner l'indication sur la porte à laquelle ils doivent se rendre. Voilà, donc tout simplement, en conclusion, j'espère, et je crois que c'est le cas, mais que ces rencontres auront été fructueuses et que toutes les idées que vous aurez pu avoir, toutes les bonnes idées dans les différents groupes de travail sur ces 2 jours pourront être mises en œuvre. Et puis, je ne sais pas s'il y aura des deuxièmes rencontres l'année prochaine, mais ça sera... Donc Cécile me dit que oui. Mais ça sera l'occasion, voilà, de suivre un peu l'avancement et de voir comment les choses s'améliorent. Et puis, bien sûr, d'accueillir toujours plus nombreux les accompagnateurs qui voudront se joindre à nous. Merci à tous. Merci beaucoup. Tout à fait. Ben, du coup, on peut lancer la vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Monsieur le Président, cher Jérôme Sadier, Mesdames et Messieurs, en vos grâces et qualités, je suis très heureuse de m'adresser à vous par ce message vidéo pour ces rencontres nationales de l'accompagnement de l'AVIS qui réunit toutes celles et ceux qui permettent au projet d'économie sociale et solidaire d'éclore, de vivre, d'essaimer et ce au plus près de nos territoires. L'AVIS est un partenaire essentiel des politiques publiques de l'économie sociale et solidaire et ce, de longue date, ces politiques, nous les co-construisons chaque jour avec vous et avec l'ensemble des acteurs sur le terrain. Grâce à l'AVIS, les projets d'économie sociale et solidaire sont accompagnés à tous les stades de leur développement, de la conception de l'idée à la réalisation et la mise en œuvre. Alors vous êtes donc ce partenaire important qui permet de faire en sorte qu'on n'est jamais seul quand on veut porter un projet dans l'économie sociale et solidaire. Je veux citer ici le DLA, mais aussi tous les projets financés sur fonds européens, comme le réseau Envie, dans le secteur du réemploi, ou encore les canaux, que je salue dans le conseil et l'accompagnement des acteurs engagés pour la solidarité et pour la planète. Il y a donc un modèle, une recette AVIS, si j'ose dire, et vous toutes et tous, que vous soyez incubateur ou tête de réseau, eh bien vous y contribuez dans vos territoires, dans un accompagnement sur mesure avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Accompagner, conseiller, financer, encourager l'innovation, votre ADN sont les maîtres mots de ma feuille de route à bien des égards. D'abord parce que en accompagnant les acteurs, vous mettez l'ESS sur le devant de la scène. C'est cette promotion de l'économie sociale et solidaire que nous pouvons construire et conduire partout, tout le temps, et notamment auprès du grand public. Si nous voulons que l'ESS passe de la marge à une plus grande connaissance, eh bien nous devons communiquer sans cesse pour que ces valeurs soient entendues, mais également qu'elles puissent être soutenues et financées. Et c'est pourquoi mon ambition, c'est de permettre au projet de passer à l'échelle, et ce, bien sûr, en y mettant tous les moyens nécessaires. Alors, l'État est au rendez-vous pour cela, l'Europe est au rendez-vous. Avec le DLA, nous permettons à de nombreuses associations de développer l'emploi. Avec les PTCE, nous créons, nous finançons ces cercles vertueux pour l'emploi et l'économie circulaire dans les territoires. Avec l'AVIS, nous partageons l'ambition d'une économie sociale et solidaire plus forte dans une économie plus responsable. Nous portons ensemble cette vision d'une économie qui soit connectée aux citoyens, ancrée dans les territoires. Comme je le dis, comme nous le disons souvent, c'est permettre de passer d'une économie de la compétition à une économie de la coopération. C'est ce que porte très concrètement
la vie. Et donc ensemble, faisons vivre et diffusons dans chaque entreprise cette responsabilité territoriale qui vous est chère, cher Jérôme Sazier. Œuvrons donc ensemble pour que l'ESS puisse changer d'échelle, continuer à progresser et que nos réussites et nos efforts nous permettent de construire dès aujourd'hui cette économie de demain. Je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes journées. Merci à tous. Eh bien, donc vraiment un grand merci à tous pour votre participation pendant ces 2 jours. Ça a été des très belles premières rencontres des accompagnateurs de l'ESS pour nous. Effectivement, comme l'a dit Christophe Jeanterre, on espère bien vous dire à très bientôt pour les 2e rencontres. Merci à ceux qui nous suivent aussi là en visioconférence. Merci pour vos échanges, pour votre engagement et un grand merci aussi à toute l'équipe de l'AVIS qui a organisé ces rencontres. Voilà, un bon retour chez vous.